Voilà. Bonjour, je remercie Monsieur le Président de m'avoir invité dans la jolie ville de Bordeaux pour parler devant vous. Il m'a mis dans l'embarras avec ce titre aux frontières de la psychiatrie et les limites mouvantes. Les frontières étant quelque chose de meuble, de mobile qui se déplace, qui change dans le temps, alors que les limites sont a priori quelque chose de fixe. Et donc, je me suis dit, non, il va falloir me faire parler autour de ce qui serait un oxymore, ça serait, ça serait pas, ça se fait pas. Et donc, j'ai beaucoup tourné dans ma tête et j'étais un peu perdu. Et un jour, le matin en courant, c'était un jour, il faisait chaud en juin. La lumière polarisée du matin et beaucoup d'humidité et j'avais mon extension de moi-même, c'est-à-dire mon appareil téléphone sur moi. Et donc j'ai pris cette photo et je me suis dit, voilà, je tiens mon exposé, c'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose au bout qui apparaît. C'est le phare de Casablanca décrit par Éric Bompard quand il avait fait sa traversée, mais dans le brouillard le matin tôt. Et donc, c'est de ça dont je vais parler, avec cette espèce d'arrière-pays psychique, comme le décrit Bonnefoy dans son petit recueil du même nom et, euh, de ce que pouvait me faire, en tout cas, réfléchir aux frontières de la psychiatrie. Donc, de quoi il s'agit? En fait, nous sommes dans une discipline floue, avec aucune théorie concise, précise, qui se tient, aucune. Nous jouons avec les théories, nous jouons avec des arrière-fonds de pensée, nous avons une clinique que nous avons chacun acquis auprès de nos maîtres, avec des, euh, euh, des capacités à transmettre différentes, et puis une clinique propre à chaque maître, au-delà de ce qui peut être dans les traités. Nous avons aussi des classifications plus ou moins, plus ou moins. Et donc voilà, nous n'avons rien de solide et pourtant il y a une tenségrité du système qui fait que ça tient parfois. J'ai commencé par René Char, moi aussi, pour plagier le collègue de Mazeux. En Jérôme, c'est de quoi souffres-tu, René Char? Eh ben, de l'irréel intact dans un réel dévasté. Voilà. Donc, de quoi souffres-tu d'un irréel intact dans un réel dévasté? Alors nous, les psychiatres, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des corsaires, des pirates, des contrebandiers? C'est cette image qui m'a inspiré ça, hein, c'est ça le fil rouge. Donc pourquoi des corsaires? C'est-à-dire nous sommes mandatés avec des lettres de course par la société pour rétablir un peu l'ordre en période de guerre. Nous pouvons arraisonner le patient, le contraindre dans un cadre légal avec des médicaments, avec des chambres d'isolement, avec un code de déontologie, avec un code de santé publique. Et en tout cas, est-ce que nous sommes un peu corsaires, des pirates tout-puissants ou agacés un peu par le patient ou sa famille ou des circonstances un peu particulières, la raisonner, mais sans lettre de course? Ou alors des contrebandiers où on va accueillir une parole errante, fluctuante dans le secret de nos cabinets et donc récupérer cette parole et pouvoir en faire quelque chose. Alors c'est une question là. Est-ce que c'est de la sémiologie? Où veux-tu en venir avec tes pensées qui te lâchent dès le premier mot? Il y a un blanc. Avec ton esprit qui perd subitement le contact avec les pensées les plus simples, deuxième item, et qui se met à tourner comme une toupie folle autour d'un trou, d'un vide, d'un vertige, d'un néant. Alors, ce texte à trous, c'est pas un texte à trous, il est issu d'un des textes les plus puissants écrits sur la folie
par Antonin Artaud après 10 ans d'internement. Si. Et donc, quand on complète, le texte donne un espèce de vertige de ce qui pourrait se passer dans la tête d'un de nos patients en face de nous. Et donc, comment accéder à ce vertige? Ces expériences toujours limites. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans les traités, j'ai trouvé ça par moments auprès de certains maîtres, de certains collègues, dont, Jean Arthur. Mais je trouvais ça beaucoup dans la littérature, dans la poésie et peut-être chez certains philosophes, bien que n'étant pas moi-même ni homme de lettres ni philosophe. Donc voilà un texte agressif, me semble-t-il, mais qui dit une certaine vérité, en tout cas met en abîme une certaine idée à qui on a affaire. Et puis cet été, me baladant dans la galerie des Offices à Florence, j'ai zoomé avec mon appareil sur un regard et j'ai eu un petit moment de déréalisation paranoïaque par rapport à la photo que j'étais en train de prendre. Et ça renvoie à ce que dit Didier Huberman, c'est-à-dire quand je regarde une image, elle me regarde autant que je la regarde et finalement elle me crée autant que je la crée. Et donc je me suis dit, putain, ça c'est le regard de certains des mecs que j'ai eus ou que j'aurai, et donc ça m'a fait peur un peu. Donc aussi, ça renvoie à ce que disait Hans Blumenberg, on peut lui aussi en France. Prends garde lorsque tu veux voir que tu sois vu, que tu es vu. Il veut dire la préséance, la présentation de soi sur la conscience de soi, mais aussi la préséance, la présentation de l'autre sur la conscience de l'autre en face de moi. Donc c'est toujours de ça dont il s'agit. Donc ce regard, première citation de Tchekhov, ses yeux brillaient d'une ironie provocante. Son regard disait, tu n'es qu'un bourreau, un reptile, je te hais. Il parle du psychiatre. Georges Bataille, dans l'expérience intérieure, je suis au fond du trou, dans ces ténèbres que décrit la métaphore. Donc il trouve que la métaphore pour décrire ce trou. Mon œil est hagard, il ne voit plus, il est en proie de ce qu'il voit, le vide. Un peu comme cette sensation que j'ai eue. Et puis il y a eu ce texte-là, je vous agresse toujours avec le premier texte de Antonin Artaud, et là je vous agresse avec celui-là de Ferdinand Céline. Et quand il est dans l'asile, Baradamu dans l'asile, il dit, en parlant des hospitalisés, leurs yeux ne vous quittaient pas, des yeux qui ne demandaient rien, des yeux qui étaient comme morts de regarder depuis si longtemps le néant, le dedans d'eux-mêmes, ce néant qui est en nous et qu'on ne voit jamais, parce que la vie nous en détourne sans cesse par des leurres. Ils vous regardaient avec une attention effrayante, mais c'était pour mieux vous perdre, vous dissoudre dans leur propre néant. Donc, on a le texte d'Antonin Artaud, on a ces regards-là. Je n'entends pas, en tout cas difficilement. Et puis, il y a la parole. La parole qu'on peut déposer chez le psychiatre contrebandier, sympathique. Et c'est un apocryphe, on ne sait pas exactement s'il a dit ça ou pas, mais en tout cas, quelle vertu accorder à la relation la plus simple? Un homme qui parle et un homme qui écoute. Un homme qui écoute. Avec un autre penseur de l'altérité qu'on pourrait citer, c'est Lévinas, lorsqu'il dit le fait banal de la conversation, le fait banal de la conversation quitte la violence d'un côté, ce fait banal et la merveille des merveilles. Penseur de l'altérité radicale avec ces histoires de visage qu'on a vu juste un peu avant. On pourrait aussi convoquer Antigone dans une espèce de métapsychologie de la présence, une force de la parole,
convoquer quelqu'un qui appartient à mon système à moi de valeurs, Shahrazad, des mille et une nuits, avec une espèce de métapsychologie de l'absence et donc de l'écoute, et qui, à force de faire écouter le roi barbare, le pousse à s'humaniser. Et donc, voilà. Et donc, nous passons de ça, quelle vertu accorder à la relation la plus à un homme qui parle et un homme qui écoute, et puis à celle-là où, eh ben, je vais dégainer mon DSM, je vais dégainer mes je sais pas quoi, et ça va créer chez moi une profonde anxiété, et je vais faire appel à un savoir tout fait et mettre le cas, enfin, même plus de patient au sujet, et mettre le cas en équation. Et voilà, je m'en tire bien. Alors, ça m'arrive quand je suis énervé, agacé, quand j'en ai marre de donner des explications en fin de journée, quand le contre-transfert est négatif, ça existe. Et donc, je vais dégainer, comme tous mes confrères ou un certain nombre d'entre eux, le DSM, poser un diagnostic inattaquable, parfait, et, euh, et avancer. Et puis, il y a l'attitude générale quand même de ces patients qu'on a en face de nous. J'avais trouvé cette phrase en travaillant sur Bartleby le scribe, que j'avais pris comme modèle pour une conférence sur le burn-out, le bore-out, ces gars qui sont écrasés, qui trouvent plus de sens dans leur vie, et ils marchent donc d'un pas égal, complètement dévastés. Donc j'avais pris l'exposition à Paris de Rothko, et il y avait cette statue de Giacometti, je trouve que ça parlait bien. Et Jacques Derrida, dans Aporie. Aporie, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup manipulé quand j'ai fait mon travail de thèse en éthique. C'était sur le don de gamètes, don d'organes, don de vie, début ou à la fin. Et surtout, la question qui émergeait de ça, c'était la question des identités de ces sujets bricolés avec du matériel biologique qui venait d'un autre. Et donc, il pose cette question des frontières sur laquelle me convoque mon ami Jean-Arthur aujourd'hui, cette ligne indivisible. Et quand on s'approche d'une ligne, eh ben, le pas change. Quand vous passez une frontière, vous marchez différemment, vous baissez la tête, vous relevez, si vous avez des choses à cacher ou pas. En tout cas, vous approchez de la frontière, vous êtes obligé de la dépasser, mais il y a quelque chose qui change en vous à ce moment-là. Alors nous naviguons en eau trouble, que des eaux troubles, et il va falloir faire quelque chose. Et il va falloir surtout euh, faire avec les apories qui traversent tout le champ de la médecine. Je le disais hier au dîner à Madame Cavallo, ma conviction personnelle, c'est que toute la médecine n'est fondée que sur des apories, ne repose que sur des apories. La naissance, la mort, un bel exemple dont on nous a parlé, l'angoisse, je viens de traiter le collègue juste auparavant. Toutes ces choses ne sont que des choses qu'on ne peut qu'approcher en se fracassant un peu la tête, mais sans complètement les saisir. C'est ce qui fait leur force, leur beauté, et puis qui nous renvoie à nos fragilités au mieux quand on peut se poser des questions. Et malgré ça, malgré ces apories, il va falloir les traverser, et c'est là où peut-être la, la relation de soins, la relation de soins plus ou moins éthique, plus ou moins, peut se mettre en place. Et donc, ça serait une espèce d'éthique de la responsabilité, une éthique de la conviction, une éthique après les principes de chez Grosset Beauchamp, de façon plus circonstanciée, en tout cas, quelque chose d'autre qui va se rejouer là.
et qui va nous permettre d'appréhender ce que je vous ai montré avec les descriptions et les textes de Céline, les textes de Antonin Artaud. On a beaucoup parlé de problèmes aujourd'hui. C'est revenu dans beaucoup de présentations. Et probléma, c'est tout ce qui dépasse. Vous voyez, c'est toujours là, mon phare, il est toujours là, toujours ces trucs un peu à queue. Tout ce qui dépasse un cap, un promontoire, mais aussi quelque chose qui va venir faire clôture, une barrière. Et Derrida va en donner deux sens qui vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, problème, ça va renvoyer à projection, ce qu'on va poser au devant de soi, une tâche à faire, une tâche à faire. Mais il y a aussi un sens oublié, qu'on ne connaît pas, c'est protection. Protection, quelque chose qui va venir vous protéger, comme ce qu'on va demander à un procureur. Ça me rappelle le mot fiction. Le mot fiction, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une irréalité. Chez les juristes, une fiction, c'est une vraie construction, c'est un vrai ciselage à travers les méandres de la loi, des paragraphes, des sous-paragraphes. C'est quelque chose de très finement ciselé. Et donc, euh, problème, il y a un problème parce que quand même, ce dont il s'agit avec tous les apories que nous avons traversés, ce que j'ai démontré tout à l'heure, petit a, c'est admettre qu'il y a un incompréhensible et qu'il va falloir dépasser. La folie nous rattrape, il va falloir faire quelque chose. Tout à l'heure, nous avons eu avec Tudy Gauzet quelque chose de précox feeling, de ce sentiment de la folie de l'autre qui est là, existentiel, lourd, profond, et qui va appeler cet incompréhensible, ce perceptible. Vous voyez qu'on est à la fois dans la perception, c'est comme cette lumière irisée, polarisée, etc., qui a réveillé chez moi quelque chose, c'est qu'une onde électromagnétique, hein, cette lumière, c'est rien d'autre. Et en même temps, pour reprendre le titre d'un film, Inception, 2010, cette espèce d'architecture labyrinthique interne, chaotique, dans laquelle on se perd et pourtant on se retrouve. Alors, des fois on est bien aidé, des fois mal aidé. Dans le film, tantôt c'était ceci, tantôt c'était cela. Et admettre l'incompréhensible, Jean Kelevitch a été cité juste là maintenant. Trois petits livres formidables, très fins, très petits, le je ne sais quoi, le presque rien. Et donc, ça va renvoyer à quelque chose d'une espèce de docte ignorance. On a un savoir, mais il est incomplet. Et puis, ce qu'il dit Jean Kelevitch, quand même, c'est toutes ces grandes choses de la vie, la mort par exemple, eh bien, ne peuvent être approchées que par des espèces de petites choses, d'éclairs, de petits signes évasifs, quelque chose qui a presque rien, je ne sais quoi, presque rien, mais qui est peut-être beaucoup plus puissant que ce qu'on peut trouver dans un DSM-5 ou bientôt un DSM-6. Et puis Jean-Luc Marion, que j'avais fréquenté aussi à l'occasion de ma thèse, fréquenté intellectuelle, c'est tout. Entre des certitudes négatives, dans un gros livre, certitudes négatives d'abord, de l'évidence qu'il n'y a pas de réponse à certaines questions, la mort est une certitude négative, à des incertitudes positives qui sont la science en mouvement, en construction et en toujours reconstruction, absolument vraie, mais aussi provisoirement telle. Et donc, nous naviguons entre de l'intuition, de la méconnaissance, une docte ignorance, des certitudes négatives,
des incertitudes positives. Nous sommes toujours dans le brouillard le plus complet. Il nous faut admettre aussi un impossible. Il cite la nécessité même de l'écriture, c'est-à-dire l'écriture avec le langage. Le langage, bon, un outil qui vient toujours à manquer. Les mots ne disent pas toujours forcément ce qu'ils veulent dire. Il y a des métonymies, des synonymes, des choses qui manquent. La page blanche, l'angoisse d'écrire, ne pas pouvoir écrire, et pourtant il va falloir écrire. Utiliser quelque chose qui est complètement incomplet, le langage, pour exprimer quand même une pensée ou tenter de l'exprimer. Et c'est ce qu'on tente de faire en médecine. C'est-à-dire, nous avons des diagnostics incomplets, avec toutes les batteries possibles et inimaginables, et pourtant nous allons devoir pouvoir faire quelque chose, nous sommes appelés à faire quelque chose. Donc, ça se joue dans certaines limites, comment les textes que je vous ai lus tout à l'heure allaient dans ce sens, comment se tenir là où il y a un impossible radical, c'est la folie, certaines formes de psychose, ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences limites, les borderline, en sachant que nous-mêmes psychiatres, nous sommes des borderline entre corsaires, pirates et contrebandiers. Donc, comment rencontrer cela? Alors, pourtant, entre cet incompréhensible et cet impossible, il y a un espace, et cet espace, ça a été dit tout à l'heure autrement, c'est la matrice. Alors, la matrice, quelque chose qui va générer quelque chose. Vous vous souvenez du film avec les 4 personnages principaux du film, hein? Vous avez Néo, qui est ce patient entre 2 réalités, et il a le choix entre 2 pilules. La pilule bleue, celle de l'ignorance confortable, ou celle de la rouge, celle d'une recherche de la vérité. Vous avez Morpheus. Morpheus, qui est une espèce de psychiatre binaire, tranquille, et qui veut appliquer un savoir à tout prix à Néo. Vous avez un autre personnage, Trinity. Vous vous souvenez d'elle? Et elle dit à Néo, je sais que c'est toi l'élu parce que je t'aime. Et donc, elle va faire appel à quelque chose d'autre qui n'est pas la raison, qui est une autre forme de connaissance plus intuitive, plus dans le percept, plus dans cela. Et on a enfin l'oracle. Et donc, Trinity, c'est quelque part déjà l'image de la relation de soins qu'on doit offrir dans cet impossible et dans cet incompréhensible. Et on a l'oracle qui, elle, dit j'ai un savoir, mais je pose des questions. Et c'est elle qui va amener Néo à devenir ce qu'il est, c'est-à-dire l'élu. Et donc, nous avons donc cette matrice. Et au sein de cette matrice, il y a Jacques Derrida, encore une fois, avait trouvé le nom pour appeler ce que tu nous demandes, Jean-Arthur, c'est-à-dire la limite et la frontière, cet espace de jeu psychique matriciel qui génère quelque chose justement par le vide. Un peu, c'est comme le jeu du taquin. On peut jouer justement parce qu'il manque une pièce. Mais si vous mettez une pièce dans le jeu du taquin, vous le figez, on peut plus jouer. Il ne signifie rien, elle n'est ceci ni cela, mais ceci et cela qu'elle accueille sans jamais s'approprier. Et enfin, nous devons, avec les aphories, admettre la violence du symbolique. La violence du symbolique, c'est par exemple quand on assigne quelqu'un dans un diagnostic. Brigitte.
Bon, la médecine se doit de le faire, mais comment elle le fait? Quelles précautions prend-elle pour le faire? Quelles précautions met-elle à transmettre cette, cette violence? Que vaut un diagnostic de schizophrène à quelqu'un de complètement délirant de le lui dire? Il y a quelque chose de cette violence-là. Donc voilà, c'était la violence. Et en même temps, ben maintenant, il s'agit, après, un autre jour, j'ai couru toujours à la même heure, mais il y avait moins de brouillard, la lumière était plus claire, et donc on pouvait percevoir quelque chose d'autre qui prenait forme, qui prenait forme, qui prenait forme derrière. Euh, Ce que disait Char sur le réel, il disait le réel ne peut être que soulevé ou contourné. On ne peut pas le traverser. Et avec les apories en médecine, c'est un peu cela dont il s'agit, c'est-à-dire comment décider dans le tourment de l'indécidable, dans l'incompréhensible, dans ce qu'on ne peut pas admettre, et pourtant il va falloir décider, avancer et traverser. Alors, constat tout simple, tout bête, la psychiatrie évolue dans un champ de tension aporétique, objectivité versus subjectivité, normes. Je ne prends pas de risque hein, en affichant cette diapo, une impasse définitive, des contradictions qui ne se révoltent pas par la théorie, et puis ces contradictions se performent dans l'acte clinique et la prise de décision. Et ben moi, c'est malheureusement le tournant que j'ai pris. Peut-être que j'ai mal tourné en tant que psychiatre, et c'est de cela dont il s'agit. Je suis désolé, je vous ai agressé avec un texte de Antonin Artaud, je vous ai agressé encore avec un texte de Céline, et là je vais vous agresser avec un texte de Georges Bataille, les moins de 18 ans peuvent quitter la salle. Elle se tenait dans le cabinet, assise, offerte sur le divan rouge. Elle rit en me voyant. De la main, elle fit un geste obscène, écartant plus grand les jambes. Je m'agenouillai, la tête perdue. Elle avait posé sa main sur son sexe et de l'autre main, elle m'attira. Tu vois, dit-elle, je suis Dieu. Comment, putain, veut dire je suis Dieu. Je vois, répondis-je en sanglotant. Et ajouta-t-elle dans un éclat de rire, les éclats de rire traversent toute l'œuvre de Georges Bataille dans ma mère. Il y en a partout, à tous les coins, dans tous les moments incroyablement difficiles. Quelqu'un éclate de rire. Et je restais à genoux, je riais moi-même jusqu'à en perdre la raison. Vous voyez l'agressivité de ce texte. J'ai eu à écouter des histoires de sexualité par des ados. Si je n'avais pas lu Bataille, si je n'avais pas écouté lu ma mère, Madame Édouard Doigt, jamais je n'aurais pu affronter ces histoires-là. Je les aurais classées, je ne sais pas où, dans quelle case de la nosographie. Je les ai casées nulle part. On s'est vu longtemps, on a parlé beaucoup, on s'est raconté de belles histoires, ils vont très bien, et ainsi va la vie. Donc, que fait Georges Bataille? Il met en scène de l'impensable à travers ce court texte. Toutes les catégories binaires sont catapultées, le vil et le divin. Il fracasse tout sur son passage, c'est une tornade. Et on voit que le narrateur lui-même fait l'expérience de l'aporie jusque dans son corps même, puisqu'il s'effondre complètement, il est complètement à genoux, il est paralysé, il sanglote, il est entre rire et sanglot, il est comme les catégories qu'il éclate et bataille, il est en plein dans une expérience négative, mystique, mais mystique et négative, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà à quoi peut servir la littérature, à performer les atomes.
Alors, je vais finir avec cela. C'est un exemple, 4 mètres de la limite. Face à l'excès, bataille. On ne performe pas l'interdit, mais on essaye de comprendre la logique de dépense du sujet. Et donc, je me réfère là à ce livre absolument indispensable, La part maudite. Jean-Luc Nancy, on ne performe pas la guérison avec ces histoires qu'il a eu à vivre, lui, le philosophe, quand on a dû le greffer, mais l'art de négocier au jour avec l'intrus et la maladie. Donc c'est un long compagnonnage difficile avec cet intrus. Ça peut être un trouble de l'humeur grave, ça peut être une psychose, ça peut être un cancer. Prenez la porte, on ne performe pas avec un diagnostic définitif, mais ça devient une enquête. Ça devient une enquête. Et Roger Laporte et René Louis Desforêts, on ne performe pas avec une interruption. Et c'est Les Bavards et ce livre où ça parle, ça parle, ça parle. Vous lisez, ça en devient assourdissant tellement ça parle de partout. Et donc, j'ai fait ce petit tableau, Georges Bataille, La part maudite, le concept clé, la dépense, l'excédent d'énergie qui se consomme sans but utilitaire, chose qu'on peut nous aider à penser, par exemple, dans les conduites addictives, les crises, les états maniaques. C'est pas juste un simple dérèglement, mais quelque chose d'impossible à canaliser. Jean-Luc Nancy, l'intrusion, l'étrangeté, et ça nous permet de penser un peu autrement la maladie chronique. Roger Laporte, dans Fugue et supplément, il a mis 3 ans pour les écrire, L'enquête infinie. Et donc, quand chaque fois que vous revoyez un patient, ce n'est pas une redite, c'est une reprise, c'est différent et en même temps le même à la fois, mais différent. C'est comme les couches d'oignon, c'est le même et pas le même, et une espèce d'enquête sans fin, ce qui fait peut-être que notre discipline est belle. Et Louis René Desforêts, avec le bavard, cette logorrhébite qu'on peut retrouver chez, chez un certain nombre de psychotiques, de maniaques aussi, une espèce de phénoménologie de la défense verbale qui va venir cacher une détresse et un effroi. Et essayons de conclure, pourquoi pas. Essayons de conclure. J'avais conclu euh, en convoquant le, empruntant le mythe de Psyché à Jacques Derrida dans L'invention de l'autre. Psyché, vous savez, est amoureuse de Eros. Ils se veulent, mais on va lui faire subir toute une série d'épreuves de plus en plus difficiles, réflexives, jusqu'à ce qu'elle réussisse et qu'elle puisse bénéficier de la compagnie de son amoureux Eros et devenir elle-même une déesse éternelle. Et comme j'avais commencé avec René Char, je vais finir avec René Char. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Et on retrouve le mythe des corps. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Amine. Alors, c'était pas prévu, mais en fait, tu as offert à la fin de cette journée ce qui permettait de ne pas se sentir arrêté face à l'obscur ou aux frontières et de transformer des frontières qui enclosent en lignes qui ouvrent les possibilités de la clinique. Donc, c'est une sorte de, pour moi, ce que j'ai dit dans ton texte, c'est une sorte de confiance dans la possibilité de continuer quand même euh, notre pratique. Enfin, merci beaucoup. C'est cette richesse de pensée qui nous a emmenés. Alors, peut-être qu'on a 5 minutes pour échanger et arriver sur la conclusion, parce que je vois Steve, on va être à temps pour ton train. C'est 6h20.
mais s'il y a des réactions, n'hésitez pas à attacher Alex, parce que vous utilisez les mêmes références, alors pas pareil, mais. C'est des références qui vont beaucoup alimenter le silence. Ouais, donc c'est l'alimentation en silence que tu fais émerge par Amine ensuite. Donc tu nous as donné la bibliographie silencieuse d'Alex. Bon, oui, il n'y avait peut-être pas de questions particulières, mais parce que ta présentation s'est offerte comme ça, comme un élément pour continuer, et je pense qu'il va nous améliorer dans le moment où je bien. Merci Amine, merci à toutes et tous pour cette journée. On a été plus nombreux à Bordeaux que dans les journées de la SMP à Paris. Ouais, mince. Non, merci d'être venu parce que j'espère que ça vous a plu. Merci à la Société médico-psychologique, bien sûr, pour permettre ces événements. Merci à ceux qui étaient en distanciel. Et on se donne rendez-vous aux prochaines journées de la Société médico-psychologique en octobre. Et vous avez tout le programme sur le site de la médico-psychologique. À bientôt.